Madame, Monsieur, bonjour. Dimanche 2 octobre 2022, vous êtes les bienvenus sur les fréquences internationales et pourquoi pas nationales de Golf TV Africa. Émission Morning Live, premier sujet au cours de cette émission, la polémique née autour de la non-désignation du successeur de Joseph Diogbenu, dont la démission au niveau de la Cour constitutionnelle continue de défrayer la chronique. Deuxième sujet, le coup de force au Burkina Faso qui a porté à la tête du pays des hommes intègres, le capitaine Traoré Ibrahim, 34 années de vie, et qui du coup inaugure le second processus de rectification après celui conduit par Blaise Compaoré qui a chassé Thomas Sankara dans un coup d'État sanglant qui a chassé donc son frère d'armes du pouvoir. C'était donc en 1987. Madame, Monsieur, vous êtes les bienvenus sur Golf TV Africa. J'ai donc sur ce plateau Fidèle Aïna, maître assistant en sciences politiques, qui va décortiquer avec nous ce sujet qui concerne la démission du président de la Cour constitutionnelle qui n'a pas été donc remplacé jusqu'à présent. Fidèle Aïna, bonjour. Bonjour. Vous êtes les bienvenus sur Golf TV Africa. Levez un peu le ton. Ok, merci beaucoup. Bonjour, merci de me recevoir sur votre plateau. C'est un plaisir pour nous également. On y revient tout à l'heure, puisque là, vous êtes un homme de valeur qui nous permettra véritablement de comprendre un certain nombre de choses par rapport à cette démission de Joseph Diogbenu de la tête de la Cour constitutionnelle. Démission donc qui continue de défrayer la chronique telle que je l'ai dit tout à l'heure. Juste à ma gauche, j'ai mon ami Léonard Soné-Epon. Léonard, bonjour. Bonjour Modeste, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous respirez la forme. Absolument. Puisque vous arborez un sourire véritable ce matin. Ça veut dire que les débats seront houleux, les analyses seront pertinentes. Aristide Kanoussou, vous répondez également présent en bon porto-novien, puisque là, vous êtes véritablement drapé dans votre bomba national, il faut dire. Hein, c'est une tenue locale que les Béninois et les Nigérians affectionnent avec le chapeau qui nous permet de dire que vous êtes à moitié musulman, c'est ça? Naturellement, à moitié musulman, ou pour le dire identique à mon origine, l'origine béninoise. N'est-ce pas? Merci de répondre également présent sur ce plateau. Direction la salle de la rédaction, pour fixer véritablement le décor dans cette émission avec le journal. Bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Nous démarrons donc avec l'actualité nationale. Et comme annoncé, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenu, a échangé avec les professionnels des médias. L'avocat est désormais citoyen libre à lever un coin de voile sur ses ambitions, notamment politiques. Joseph Diogbenu dit être totalement à la disposition de son parti politique, l'Union progressiste, pour de nouveaux défis politiques. Je vous invite à suivre un extrait de sa déclaration de presse. Il est au micro de Spero Aoussinou et de Janvier Elette. J'ai été honoré de la confiance de mes pairs pour présider aux destinées de l'institution, en charge d'assurer le contrôle de conformité à la Constitution, en charge d'assurer le contentieux électoral, en charge de réguler le fonctionnement des institutions de l'État. 4 années. Je voudrais, à l'entame de cette déclaration, réitérer ma reconnaissance et ma gratitude à celles et ceux, en ce moment, dans ces conditions et circonstances si difficiles, on peut considérer que je pouvais le faire, et donc en particulier la 7e législature en son bureau, le bureau de l'Assemblée. Mais dans la vie, ce ne sont pas des positions qui comptent. Dans la vie, ce sont les objectifs qui comptent. Et les objectifs dans une société démocratique, dans un État en construction, sont essentiellement politiques. Ce renoncement à l'action politique dont j'ai été, ce renoncement auquel j'ai dû me soumettre, m'a permis de comprendre que le travail véritable est sur le chantier, qu'il est nécessaire, alors que les objectifs majeurs
au sein de la Cour constitutionnelle me paraissent être accomplis, réalisés, il est nécessaire de redevenir comme un simple ouvrier auprès du chantier politique. Qu'il est nécessaire de renouveler l'engagement politique, qu'il est nécessaire de retrouver sa famille politique. Et la mienne, c'est l'Union progressiste. Je voudrais donc très formellement et très publiquement vous inviter à comprendre que cette décision est nécessitée par l'appel à la fois de ma conscience, mais également de ce qui résulte de l'analyse de la situation politique qu'à titre personnel j'ai pu faire, et de considérer que j'ai souhaité reprendre l'engagement politique là où je l'avais laissé et de redevenir un ouvrier sur le chantier, un militant à la base. Que je souhaite que l'Union progressiste accepte mon retour et je suis déterminé à accomplir les missions que ce parti voudra bien me confier. Encore une fois, dans un État démocratique, dans un État en construction, l'essentiel des questions les plus importantes ont pour réponse une formulation, un positionnement et une construction politique. Les fonctions les plus éminentes sont exercées par les militants les plus simples mais les plus engagés. Et donc, mon intention n'est nullement d'occuper une fonction déterminée, mais de me remettre dans le débat politique, mais de me remettre dans l'engagement politique, mais de me remettre dans la construction politique. Beaucoup de choses sont encore à faire et il me paraît nécessaire, je revendique la qualité d'un intellectuel engagé, il paraît nécessaire de renoncer au confort institutionnel et de se remettre en chemin en parcourant les monts et vallées, les villages et les villes, les quartiers, les arrondissements, et faire en sorte que nos compatriotes comprennent mieux ce que, au plan politique, on leur offre et qu'ils participent mieux à la réalisation de cette offre politique. Sur le plan international, à présent, au Mali. Donc, direction le Mali avec la réponse au communiqué final de la session new-yorkaise de la CEDEAO. Le gouvernement malien a réagi par la voix de son Premier ministre, par intérim, Abdoulaye Maïga. Le Mali apporte son soutien ferme et sans condition au gouvernement guinéen, se désolidarise des décisions de la CEDEAO et prendra bien sûr les dispositions utiles pour annihiler leurs conséquences sur les autorités et populations maliennes. Suivez ici un extrait de ce communiqué. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de délivrer le communiqué numéro 39 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition a pris connaissance du communiqué final du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tenu le 22 septembre 2022 à New York sur la situation au Mali et en Guinée. Concernant la République de Guinée, le gouvernement de la transition a été outré par les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines qui impactent négativement la vie des populations guinéennes. Compte tenu de la solidarité et de la fraternité entre le Mali et la Guinée, le gouvernement de la transition décide 1. Se désolidariser de toutes les sanctions illégales, inhumaines et illégitimes prises à l'encontre de la République sœur de Guinée et ne leur réservera aucune suite. 2. Adopter, si nécessaire, des mesures pour assister la République de Guinée afin d'annihiler les conséquences de ces sanctions inutiles contre le peuple et les autorités de la Guinée. Le gouvernement de la transition souligne que l'objectif de la CEDEAO
est d'améliorer les conditions de vie des populations et non d'adopter des sanctions contre-productives les affectant. En outre, il convient de noter que les transitions politiques ne résultent que de la mauvaise gouvernance. En conséquence, les autorités de la transition méritent d'être accompagnées par la CEDEAO pour mener des réformes politiques et institutionnelles qui contribueraient à renforcer la bonne gouvernance et la stabilité. Le gouvernement de la transition exprime sa solidarité indéfectible et son ferme soutien au peuple frère et au gouvernement de la République de Guinée dans leur engagement à jeter les bases d'une refondation de l'État guinéen à travers des réformes politiques et institutionnelles nécessaires à un retour apaisé, crédible et sécurisé à un ordre constitutionnel normal. Le gouvernement de la transition reste ouvert dans le respect mutuel et dans le cadre du panafricanisme à toutes les initiatives sincères de recherche de solutions aux défis relatifs à la stabilité, à la paix et à la sécurité de notre sous-région. Que Dieu bénisse le Mali et la Guinée, qu'il préserve les Maliens et les Guinéens. Fait à Bamako le 28 septembre 2022. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Golf TV Africa et bon dimanche. Merci à vous également. Eh bien, pour ce journal, ce condensé donc de la température, pourquoi pas, du monde. Nous revenons donc sur ce plateau. Président de la Commission des lois, ministre de la Justice, de la législation et des droits de l'homme, président de la Cour constitutionnelle, eh bien, M. Aïna, Joseph Diogbenou démissionne de ce poste de président de la Cour constitutionnelle pour désormais se consacrer à la politique, mais visiblement, à travers sa déclaration de tout à l'heure, j'ai la présomption que cette déclaration cache mal ses intentions de briguer la magistrature suprême. Oui, M. Modeste, vous avez tout compris. Je pense que les intentions politiques de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, le professeur Joseph Diogbenou, ne se cachent plus. Il le dit tout de go lui-même dans sa déclaration telle qu'on vient de l'écouter. Il redevient un ouvrier, un artisan au plus près de la base du chantier politique, un ouvrier qui se livre dorénavant au combat politique. Il a utilisé des termes de débat politique, de construction politique, mais en vérité, il faut entendre par là le combat politique, la compétition politique pour aller revendre l'offre politique, redynamiser l'offre politique de sa famille politique. Je pense qu'il retrouve les rênes de son combat ou de son bâton de pèlerin qu'il avait déjà manié dès l'entame de sa vie, sa carrière politique. Donc, évidemment, comme vous l'avez dit, cela ne cache plus ses intentions de reconquérir la confiance populaire, la confiance de l'électorat. C'est pour des compétitions politiques, évidemment, pourquoi pas au plus haut niveau. Est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de dire que Joseph Diogbenou, visiblement, semble être le dauphin présidentiel de Patrice Athanase Guillaume Talon, actuel président de la République, si vous permettez que je m'exprime en ces termes? Vous allez voir que dans la tradition politique qu'est la nôtre au Bénin, très rarement nous avons cette tradition de dauphinat politique et que la compétition politique chez nous est un parcours de mérite et c'est d'ailleurs les raisons qui justifient la démission du professeur Joseph Diogbenou de son poste de président de la Cour constitutionnelle pour aller mouiller les maillots au plus près de la population pour démontrer par la suite que, évidemment, ils pourraient mériter de porter leur confiance. Alors, nous rentrons avec cette intervention dans le vif du sujet, puisqu'il est question pour nous aujourd'hui de parler de la non-désignation du successeur de Joseph Diogbenou à la tête de cette institution importante, la Cour constitutionnelle. Alors, dites-nous à quoi cela rime véritablement, puisque jusque-là, nous n'avons pas encore le successeur de Joseph Diogbenou, puisque la Cour constitutionnelle compte 7 membres. Aujourd'hui, la Cour est réduite à 6 membres. Si mes souvenirs sont en exact. Aujourd'hui, c'est le vice-président qui joue le rôle de président de cette Cour constitutionnelle-là. Joseph Diogbenou n'a pas été remplacé.
je vais répondre pour cette question en disant que si la Cour constitutionnelle se retrouve réduite à 5 ou 6 membres de son effectif, si la Cour constitutionnelle aujourd'hui est dirigée par son vice-président, après la démission du président Joseph Diogbenou, cela n'induit en rien un dysfonctionnement de la Cour. Cela n'induit en rien. Sur le plan technique, la Cour constitutionnelle continue de fonctionner normalement, continue de fonctionner régulièrement. Et pour cause, vous savez que la loi, si vous prenez la loi organique qui a été adoptée le 27 juin 2022, sur la Cour constitutionnelle, cette loi organique rappelle une fois de plus les modalités de fonctionnement de la Cour constitutionnelle et vous savez que le quorum à atteindre parfois pour les décisions ou les avis au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est 5 membres, 5 de ces membres. À partir de ce moment, la Cour constitutionnelle du Bénin, aujourd'hui, ne s'étant pas retrouvée avec 2 membres conseillers ou avec 3 membres conseillers, je ne pense pas qu'on puisse arriver à en déduire un dysfonctionnement de cette institution. Oui, dysfonctionnement, non, vous venez de le souligner. Mais alors, il faut quand même pouvoir, à ce poste-là, il faut pouvoir quand même qu'on désigne un représentant qui puisse véritablement remplacer Joseph Diogbenou au niveau de cette institution. Évidemment, vous savez très bien que pour arriver, pour chaque membre de cette Cour, pour y arriver, il y a soit la voix du président de la République, soit celle du bureau de l'Assemblée nationale, et que tous ces 2 organes pourvoyeurs des membres conseillers à la Cour constitutionnelle sont des organes politiques. Alors, il faut considérer le timing politique de chaque organe, et surtout lorsque nous considérons l'Assemblée nationale aujourd'hui. L'Assemblée nationale est en fin de mandature. Vous savez très bien que les élections législatives, c'est pour bientôt, janvier 2023. Nous sommes, je pense, sensiblement à 3 mois de cette élection. Et évidemment, la démission du professeur Joseph Diogbenou est intervenue, je dirais, autour de 6 mois environ, comme cela, de la fin de mandature de la législature actuelle. Et donc, puisqu'il provient de cette assemblée-là pour s'être retrouvé à la Cour constitutionnelle. Alors, évidemment, le délai de 2 mois a échu, le délai de 2 mois est passé et on n'a toujours pas une désignation par le bureau de l'Assemblée nationale du remplaçant conseiller du président, en tout cas du membre conseiller, Joseph Diogbenou. On n'a toujours pas ce remplacement. Évidemment, il faut considérer quand même les préoccupations actuelles de l'Assemblée nationale, du bureau de l'Assemblée nationale, qui est appelé à son propre renouvellement bientôt, parce que tous vont passer devant l'élection pour ceux-là. Au nom de ce renouvellement, il ne faut pas se consacrer à un travail qui devrait être fait, puisque c'est dans un délai de 2 mois qu'il faut désigner le successeur de Joseph Diogbenou à la tête de cette institution, ce qui n'a pas été fait. Ça veut dire que les députés ont failli à leur rôle. Je ne pense pas, parce que les députés, quand vous parlez de députés, vous parlez d'hommes politiques, de femmes politiques, et que c'est aussi alors sous-entendre par là les calculs politiques. Parce que désigner un membre de la Cour constitutionnelle, conseiller de la Cour constitutionnelle, c'est un membre stratégique. C'est un calcul stratégique qui doit être derrière cela. Et que, vous voyez, je ne sais plus lequel des articles, probablement l'article 15 ou peut-être 9 de la loi de 2022, la loi organique sur la Cour constitutionnelle. En tout cas, il y a l'un de ces articles qui parle des incompatibilités. Vous imaginez par exemple si les membres, les hommes politiques, la classe politique ne se renseignent pas assez pour connaître les ambitions de la personne qui va remplacer le professeur Joseph Diogbenou au sein de la Cour. Et qu'il se trouve que dans le délai de ces 2 mois, on choisit quelqu'un qui, par ailleurs, bientôt, d'ici le mois de novembre, les déclarations de candidature à l'Assemblée pour la conquête des postes du fauteuil de député à l'Assemblée nationale. Député. Il se trouve que cette personne sur qui le choix a été porté se retrouve finalement candidat, parce qu'il faut tenir compte aussi des intérêts à maximiser par chacun qui voudrait, voyez, parce que si vous remplacez aujourd'hui le conseiller membre démissionnaire, c'est pour un mandat
environ un an, même pas moins de, c'est pour quelques mois juste. Alors qu'il est beaucoup plus avantageux pour vous de vous retrouver au fauteuil de député, c'est au moins pour 3 ans, puisque ce sera une mandature de transition. Donc, est-ce que vous voyez, il y a tous ces calculs politiques qui vont amener l'homme politique, en tout cas les décideurs publics, à œuvrer avec beaucoup plus de calculs, beaucoup plus de méfiance pour ne pas se retrouver à redésigner encore. Et que, par ailleurs, sur le mandat de la Cour constitutionnelle va finir d'ici quelques mois, c'est moins d'1 an encore. Et donc, quelle est l'opportunité politique de désigner quelqu'un qui peut-être encore va nous amener dans des cas d'incompatibilité et d'être obligé d'attendre sous 8 ans de savoir s'il confirme sa décision d'aller ailleurs ou de rester, d'après ce que prescrit la loi. Donc, je pense que c'est des calculs politiques qu'il y a derrière et qu'en même temps, la nouvelle Cour constitutionnelle qui va arriver d'ici 1 an, c'est une Cour constitutionnelle qui aura une mission encore stratégique, d'où il faut beaucoup réfléchir pour savoir qui mettre en place. On a constaté que dans certaines cours constitutionnelles, eh bien, les membres démissionnaires ou les membres qui ont avalé leur acte de naissance se sont véritablement remplacés. Je veux citer le cas de Robert Tagnon, que je connais, que j'ai pratiqué véritablement, et qui m'a donné des conseils en ces années-là. Il n'est plus de ce monde, mais il a été rapidement remplacé, eh bien, pour permettre à cette Cour constitutionnelle de bénéficier de la résultante de toutes les intelligences. Joseph Diogbenou avait une intelligence qui lui permettait d'apporter véritablement du sien dans la prise des décisions de cette Cour constitutionnelle. Donc, quand vous avez une valeur de moins, ça veut dire que les décisions aussi vont en souffrir, à mon avis, à mon sens. Je ne sais pas si je suis dans la même dynamique que vous lorsque je me réfère à votre raisonnement de tout à l'heure. Non, je pense que le professeur Joseph Diogbenou a dit qu'il a déjà mis du sien pour cette Cour constitutionnelle. Il s'est déjà donné qu'il pensait personnellement lui-même qu'il avait accompli sa mission. Ça veut dire quoi? Que les membres conseillers qui sont là et toute la logistique administrative qui accompagne cette Cour constitutionnelle a pu hériter de cette sagesse, de cette intelligence politique, juridique du professeur Diogbenou et qu'ils peuvent poursuivre le travail même sans lui. Je pense qu'il faut aussi faire un crédit de confiance pour les conseillers membres actuels qui, courageusement, continuent de porter le mandat au sein de cette Cour pour penser qu'ils sont à même de décider de prendre des décisions juridictionnelles en tout état de cause et donc en toute probité et en toute compétence d'ailleurs. Donc, il faut aussi leur faire ce crédit de confiance. Comme je l'ai rappelé tantôt, à 5, ils ne sont pas dans dans un sous-effectif de pas à la loi, puisque la loi requiert régulièrement au moins 5 membres présents pour une décision ou pour des avis au sein de la Cour constitutionnelle. Léonard Sonaï, bon, vous avez suivi le maître assistant fidèle Aynan dans son raisonnement. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que cette institution fonctionne à la régulière, puisque bon, évidemment, les décisions sont souvent rendues, mais vous, en tant qu'observateur averti de la chose politique béninoise, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une régularité au niveau des décisions qui sont prises et les intelligences qui sont là suffisent véritablement pour permettre à cette Cour constitutionnelle de rendre des décisions qui seront non contestées? On se fie à la loi. La loi dit que si les représentants, donc les sages, sont déjà au nombre de 5, il peut y avoir des décisions. On peut donc se concerter et donc rendre des décisions. Ce sur quoi moi je vais m'attabler, c'est sur la démission et sur les tenants et aboutissants de cette démission-là. Déjà, il faut rappeler que le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, je vais citer ce règlement-là pour ne pas faire de paraphrase, en cas de vacance de la présidence de la Cour constitutionnelle par démission, décès ou tout autre, la Cour élit un nouveau président ou un nouveau président dans le mois qui suit l'événement intervenu et sur l'application des dispositions de l'article 12 de la loi organique sur la loi constitutionnelle. Entre-temps, la loi organique a été, modifiée, changée, parce qu'il y avait une ancienne loi organique, la loi organique numéro 91-009 du 4 mars 1991, modifiée par la loi du 31 mai 2001. Je vais vous lire les 2 articles, des 2 articles de la loi organique numéro 91-009 du 4 mars 1991 et la nouvelle loi organique
du 27 juin. Et vous allez voir véritablement de quelle loi 12 parle le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. On dit très clairement dans celle première, article 12, un membre de la Cour constitutionnelle peut démissionner par une lettre adressée au président de la dite Cour. La nomination du remplaçant intervient au plus tard dans le mois de la démission. Celle-ci prend effet pour compter de la nomination du remplaçant. Ça veut dire expressément que si on ne vous remplace pas, c'est comme si vous êtes encore en fonction, même si vous n'êtes pas encore en fonction, c'est que vous n'avez pas droit, puisque normalement vous êtes dans un cercle où vous étiez président d'une institution, donc ça vous empêche de tout activisme politique. Je vais vous lire cette fois-ci l'article 12 de la nouvelle loi organique qui dit « Conformément aux dispositions de l'article 117 de la Constitution, les membres de la Cour constitutionnelle font partie de la Haute Cour de justice à l'exception de son président. » Rien à voir en vérité avec ce à quoi nous renvoie le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. De la Cour constitutionnelle. Donc, il y a véritablement une incompréhension et quiproquo. Parce que déjà, début août, c'était l'ancienne loi organique qui était encore sur la plateforme de la Cour constitutionnelle. Début août, alors que la loi est donc de juin. Aujourd'hui, on se pose véritablement des questions. Je vais vous lire un autre article. Cette fois-ci, c'est l'article 14 de la Charte des partis politiques qui dit « Ne peuvent être fondateurs ou dirigeants d'un parti politique les personnes membres des institutions de l'État impliquées dans l'organisation des élections et dans la gestion du contentieux électoral. » Ça veut dire quoi? L'Union progressiste a été créée le 1er décembre 2018. La Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou est venu à la Cour constitutionnelle le 7 juin 2018. Par quelle alchimie? Puisque, on vient de suivre l'élément, le professeur Joseph Djogbenou disait qu'il rejoignait à nouveau sa famille politique qui était l'Union progressiste. À quel moment il a fait son adhésion pour que véritablement il soit dans l'Union progressiste? On se le demande. Encore que quand vous vous fiez donc à l'article 12 de l'ancienne loi organique, quand on dit que vous avez un droit de réserve, c'est au-delà de ce que véritablement on vous dit, par exemple, de ne pas aller dévoiler les décisions, les secrets de délibération. Non, oui. C'est au-delà de ça. Même si la loi ne précise pas expressément, votre éthique devrait vous amener véritablement à rester dans votre cadre, en tout cas jusqu'à ce qu'on puisse vous remplacer véritablement pour que vous puissiez maintenant aller où bon vous semble. Quand vous voyez toutes ces incohérences, parce qu'aujourd'hui, quand le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle nous renvoie à une loi organique, parce que normalement on doit réactualiser les choses. Si on nous envoie à une loi organique qui est réactualisée, qui est une nouvelle loi organique, qui n'a rien véritablement à voir avec le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, ça pose problème. Ça veut dire que, en quelque sorte, ça a été fait en catimini, rapidement, pour qu'on puisse avoir de nouvelles dispositions, pour que véritablement le président de la Cour constitutionnelle, aujourd'hui président de l'Union progressiste, puisse quitter le poste où il était pour venir donc à la tête d'un parti politique sans véritablement être ébranlé par les textes de la République. Et ça pose véritablement problème quand on voit toutes ces dispositions-là. Maître assistant, vous avez suivi le raisonnement de mon confrère. Moi, j'ai le sentiment et la malheureuse présomption qu'au niveau des institutions de la République, on entretient quelquefois le clair-obscur et bien sûr les tests de la République. C'est-à-dire les tests de la République ne sont pas explicites pour permettre aux citoyens lambda de comprendre véritablement ces passements de chaises qui s'opèrent désormais dans la République. D'abord, il faut comprendre que les tests de la République, comme vous dites, sont des tests qui sont pondus par des hommes politiques. Et ne soyons pas surpris qu'il y ait des stratégies politiques. C'est tout à fait de bonne guerre. En revanche, lorsque j'ai écouté M. Léonard, excusez-moi. Sona Ekon. Je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. C'est vrai ce qu'il a dit. On peut avoir des doutes sur les finalités
politiques par ailleurs qui peuvent commander telle ou telle action de tel ou tel homme politique ou telle institution de la République. Mais il faut s'en tenir à quelque chose. Lorsque nous parlons de démission, que ce soit pour la Cour constitutionnelle ou pour tout autre organe ou organisme, lorsqu'il y a démission, lorsque vous êtes membre démissionnaire, vous n'appartenez plus à l'institution. Et que lorsqu'on s'en tient à la loi dit que le membre démissionnaire, parce qu'il y a deux types de démission. Si on s'en tient à la nouvelle loi, puisque c'est elle qui prévaut, la loi de 2022, loi organique sur la Cour constitutionnelle, il y a la démission d'office que la Cour est amenée à constater pour des cas d'empêchement. Là, ce n'est pas une démission volontaire, ça peut être du fait du décès, du fait des problèmes de santé, d'invalidité, bien sûr, ou alors d'incompatibilité parce que le membre aurait abhorré d'autres ou accepté d'autres missions, d'autres responsabilités qui sont jugées incompatibles. Ça, la Cour serait amenée à faire un constat donc, de démission d'office dans les règles de l'art. Mais dans le cas du professeur Joseph Diogbenou, il ne s'agit pas de démission d'office, c'est une démission volontaire où il a fait savoir sa volonté de se séparer de cette institution. Est-ce que vous voyez? Donc, il a matérialisé par une lettre qu'il a adressée qu'il ne se sentait plus capable de continuer à garder les rênes de commandement de cette institution et d'en être membre conseiller. Donc, lorsqu'il y a démission, vous n'y appartenez plus. À partir de ce moment, on peut comprendre qu'il se retrouve comme un citoyen libre. Vous l'avez dit, vous aussi tout à l'heure, ou la journaliste tout à l'heure qui le présentait aussi le disait, il est devenu un citoyen libre de ses engagements, libre de faire savoir son engagement politique, libre donc de ce devoir de neutralité politique qui était le sien lorsqu'il était encore membre et président de la Cour constitutionnelle. Donc il est libre et qu'à partir du moment où nous n'avons pas des tests qui empêchent, comme on peut le voir si on prend par exemple en matière du droit de la concurrence ou la non-concurrence, où il y a des clauses qui sont spécifiées dans certains contrats pour empêcher un professionnel, après sa démission, pendant tel ou tel délai, d'aller continuer les mêmes activités pour ne pas être, en tout cas, pour ne pas se voir reprocher de pratiquer de la concurrence déloyale. Je pense que si c'était le cas, le législateur allait prendre des dispositions pour interdire à tout membre démissionnaire, pendant tel ou tel délai, de continuer ou d'embrasser des activités politiques qui seraient à même d'entacher la neutralité d'une institution. Est-ce que vous voyez? Encore que la Cour constitutionnelle est une juridiction, certes, mais en même temps une institution politique. C'est une institution à double casquette, c'est à la fois une juridiction, mais aussi une institution politique. Vous le dites parce que le chef de l'État désigne ses représentants au niveau de sa Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale également, le bureau de l'Assemblée nationale désigne également des gens au niveau de sa Cour constitutionnelle. C'est ce qui vous fait affirmer que c'est à la fois une institution juridictionnelle et une institution politique, j'ose croire. Et bien entendu, déjà pour la composition de la Cour constitutionnelle, il faut voir comment elle est composée, ses membres, et en même temps pour son fonctionnement, pour sa qualité institutionnelle. C'est une juridiction, certes, mais en même temps c'est un organe politique plus proche du chef de l'État. C'est ainsi fait. Vous n'avez qu'à, par analogie institutionnelle, regarder le fonctionnement du Conseil constitutionnel français. C'est une institution, c'est fait pour accompagner le gouvernement. Est-ce que vous voyez? Évidemment, en matière des droits et libertés fondamentaux, c'est en cela que c'est une juridiction pour éviter à peu près l'arbitraire de l'exécutif ou du pouvoir politique. Donc, il ne faut pas seulement regarder à travers cette institution sa carapace d'institution juridictionnelle, c'est aussi un organe, une institution politique. C'est bien entendu l'une de ses fonctionnalités. Merci, maître assistant, merci pour ce développement. Merci également à Léonard Souné-Ipon qui nous a éclairé par rapport aux articles qu'il a lus dans cette émission-là. Je vais m'intéresser à Aristide Kanossou. Aristide, lorsque on jette un regard rétrospectif sur les deux interventions que nous venons d'écouter, j'ai le vilain sentiment que les textes et lois de la République parfois ne sont pas suffisamment bien rédigés pour éviter les couacs
et que des gens, des politiques mettent volontairement des couacs là-dedans, histoire de profiter de ces couacs-là pour véritablement jouer d'autres rôles au niveau de la République. Naturellement que c'est bien rédigé. Le maître assistant vient de dire que on doit accepter qu'il y ait des stratégies politiques dans des prises de décision ou dans les manières de faire. C'est des lois de la République, c'est des lois pour la République. Oui, c'est les lois de la République, on doit s'y attendre. Vous savez, moi je vais d'abord, avant d'aller au développement de votre préoccupation, m'intéresser au facteur de démission que développait tout à l'heure le maître assistant. Oui. Moi je prends le cas de la démission volontaire. D'accord, de la démission volontaire de maître Diogbenou, le professeur Diogbenou. Avant de démissionner, quand vous démissionnez dans un contexte comme dans l'autre, soit vous avez fini de régler tous les problèmes du poste dont vous avez la charge, soit vous vous estimez incapable de poursuivre et vous allez sur d'autres fronts. C'est les deux probabilités en fait. Soit vous estimez que vous avez fini, ou soit vous estimez qu'il y a des contentieux en place, ou il y a des situations, que ce soit personnelles ou dans le cadre professionnel. Mais le professeur Diogbenou l'a spécifié, il a dit qu'il démissionne pour aller finalement se mettre au niveau de son parti politique. Justement, c'est là où j'en venais. Oui. Donc, soit vous avez fini de tout régler, c'est ce que ça vous dit, et vous voulez maintenant aller vous prêter votre intelligence à un autre front. Et c'est ce qu'il a dit. C'est le deuxième point là, qui est le point qu'il a choisi. Il a même dit qu'il revendique l'intelligence presque inégalée d'aller sur le front politique pour corriger les choses. Est-ce qu'il a fini de corriger les imperfections au niveau de la Cour constitutionnelle? Est-ce qu'il a fini de faire ce qu'il a lieu de faire pour qu'aujourd'hui au Bénin, on sente que la Cour constitutionnelle, sur le plan juridictionnel, est véritablement séparée de la Cour constitutionnelle sur le plan politique, tel que le disait le maître assistant? Est-ce qu'il a tout fait pour qu'on sente cette séparation de prise de position ou de gestion? S'il n'a pas fait ça, pour moi, c'est qu'il n'a pas fini de gérer cela pour aller prêter une intelligence aussi inégalée au secteur politique. Donc, on ne devrait pas être surpris. D'abord, à regarder sa façon de démissionner. Ensuite, à regarder la façon dont il a atterri dans le parti politique. Et mieux, à voir la façon dont il a été projeté à la tête du parti politique. Observez les délais. Pourquoi vous parlez d'une projection, puisque il a la confiance de ses pairs, ce qu'il a répété tout à l'heure dans sa conférence de presse, dans son point de presse. Un parti politique, dans la plupart des cas, et ce sont eux-mêmes qui le disent, il faut être d'abord un militant chevronné. Un militant chevronné. D'abord, vous adhérez au parti et vous êtes un militant chevronné. Et c'est à partir de la manifestation de vos efforts qu'on vous identifie et qu'on vous confie des responsabilités. Si Joseph Diogbenou démissionne de la Cour constitutionnelle, et en l'espace de 24 heures, non seulement il fait son adhésion au parti Union progressiste, en l'espace de 24 heures, il finit de faire l'adhésion, il a tellement milité qu'il a capté toute l'attention des membres de ce parti qu'on le projette à la tête du parti. En 24 heures, il a fait cet exploit inédit dans notre pays. Il faut d'abord reconnaître que... Vous voulez dire qu'on n'est pas allé à l'Assemblée générale élective pour porter à la tête de ce parti politique? Oui, c'est ce qu'il faut expliquer aux téléspectateurs. C'est la moindre des choses. Il n'y a que les intelligents qui puissent comprendre ce que vous êtes en train de dire. On n'a pas besoin de faire Oxford ou Harvard ou avoir une agrégation avant de comprendre ça. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin de faire une école politique pour comprendre ça. Et ce qui confirme même qu'on fait les choses de sorte à ce que ça soit à la mesure ou à la taille de ce que nous espérons, c'est que depuis 2 mois, vous le dites si bien, ça inquiète tout le monde. Pourquoi il n'y a pas de remplaçant? Mais le maître assistant dit que quand le quorum de 5 membres est atteint, la Cour peut délibérer. La Cour peut délibérer. Mais en temps normal, dans un pays qui fonctionne normalement, où on n'a pas de problème particulier, est-ce qu'on doit avoir ce vide-là? Parce que tout fonctionne dans la République. On n'a pas de problème particulier. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir ce vide-là? À ce que je sache, le président de la République n'est pas en situation difficile. Le Bénin, les salariés sont payés. À ce que je sache, tous les contentieux sont en train d'être réglés au jour le jour. Mais pourquoi est-ce qu'on doit constater ce vide-là, ce déséquilibre-là? À quoi est-ce que cela rime? C'est de ça qu'il est question. Donc j'estime que, oui, à des moments donnés, sur le plan politique, des gens font des choses
qui font dire à la population qu'on le fait à dessein. On le fait à dessein pour embrouiller. Vous avez parlé des tests et on met des couacs ou qu'on ne comprenne pas véritablement. Je suis certain que quand des spécialistes de la question, je ne dis pas que le maître assistant n'est pas spécialiste de la question, mais des spécialistes peut-être à la Cour constitutionnelle vont venir sur ce plateau, ils vont vous démontrer par A plus B, sur ces mêmes lois que Léonard a lu tout à l'heure, qu'on n'est pas dans l'illégalité. Ils vont vous démontrer par A plus B qu'on n'est pas dans l'illégalité. Ce sont là ces virgules-là, ces parenthèses-là, ces couacs-là, qu'ils insèrent dans les dispositions pour, en quelque sorte, nous mettre dans la confusion. Donc j'estime que dans un pays où tout va bien, normalement, en 24 heures, on ne peut pas démissionner. D'ailleurs, j'espère qu'on reconnaît qu'en tant que président de la Cour constitutionnelle, après avoir démissionné de la tête de cette institution, il doit avoir une période de réserve d'abord pour que les contentieux qui sont encore peut-être à la Cour constitutionnelle, en l'espace de 3 mois, qu'on puisse vérifier, qu'on puisse faire un bilan pour savoir si ce président démissionnaire-là n'est pas impliqué dans ci ou dans ça. Il doit aussi faire une restitution ou, si vous voulez, un bilan partiel de ce qu'il a fait au sein de son organe. Et qu'on doit être sûr, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, que, il est véritablement libre. Parce que l'organe, l'institution de laquelle il démissionne n'est pas un vulgaire parti politique. On a dit la Cour constitutionnelle. Garante des lois, de l'application des lois de la République. Et vous démissionnez de là et en 24 heures, vous êtes devenu chef de parti politique. Il y a un paradoxe total. Et je pense que dans ces conditions-là, le mieux à faire pour sauver la face, le mieux qui serait à faire pour sauver la face, le minimum, c'était de trouver le plus vite possible dans les délais son remplaçant. C'est le minimum à faire pour voiler légèrement la face. Maintenant, on laisse tout ça là comme ça. Je n'ai pas compris pourquoi. Et tout ceci, il faut le dire ouvertement, ça ne fait que mettre en difficulté le chef de l'État, Patrice Talon. Ça le met en difficulté parce que les gens vont penser que c'est lui qui est à la base de tout. Les gens vont estimer que c'est lui qui est derrière tout. Donc, quand les gens agissent de cette façon, il faut qu'ils comprennent qu'ils sont en train à la fois de confirmer certaines allégations, de confirmer les oui-dire que nous entendons dans les couloirs, dans les coulisses, à la population. Donc, le minimum qu'on aura à faire aujourd'hui, c'est de pouvoir respecter tout ce que nous avons pris nous-mêmes pour écrire et qui régisse notre République. Modeste, oui, il faut souligner que, et le maître assistant le rappelait, qu'il n'y a pas de disposition dans la loi organique. Particulière dans la loi organique. Dans la loi organique. Qui fait obligation de remplacer. De droit de réserve. Oui. Ah, d'accord. Du président de la Cour constitutionnelle, oui. Dès donc qu'il quitte son poste. Mais en politique, il y a ce qu'on appelle l'éthique, ou bien même. Non, mais Aristide parle du bon sens. C'est le bon sens. C'est le bon sens qui amène Aristide à être affirmatif à ce point, et bien sur cette démission du professeur Joseph Diogbenou de la Cour constitutionnelle. Normalement, l'éthique devrait amener Joseph Diogbenou à être dans une posture de droit de réserve pendant un moment. En tout cas, jusqu'à ce que son remplaçant soit choisi au niveau de la Cour constitutionnelle. Parce qu'une chose est que le vice-président, parce qu'aujourd'hui, le vice-président, on l'appelle président par intérim. Il n'est pas président désigné à l'issue des 7 sages. Non, il n'est pas intérim. Il n'est pas intérim. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il a toutes les prérogatives du président donc, de la Cour constitutionnelle, mais ce qui est sûr, qu'est-ce qu'il dit ? Il lui manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit ? Oui. Que des personnes au niveau donc, de cette Cour-là ne sont pas plus qualifiées que le vice-président aujourd'hui, intérimaire qui est là au niveau de la présidence de la Cour constitutionnelle, qui dit que au niveau de ces 6 sages qui restent, il n'y avait pas d'intelligence plus chevronnée pour occuper ce poste-là. Personne. Et donc aujourd'hui, qu'on donne donc priorité à ce vice-président-là, donc d'être intérimaire, d'être président, c'est véritablement quelque chose d'assez choquant. On l'avait déjà entre-temps vu, mais ce n'était pas des présidents démissionnaires. C'était plutôt de simples sages qui ont démissionné et les postes sont restés vacants pendant un moment avant, bien évidemment, que la nouvelle mandature n'arrive. Et donc, aujourd'hui, c'est le président qui a démissionné. Ce n'est pas un des sages simplement qui a démissionné. Et c'est pour cela que
moi je dis, comprends-toi à la légère. On estime et on a l'habitude de le dire que pour cacher des choses à l'Africain, il faut le mettre dans les textes, il faut le mettre dans les livres. Et c'est à juste titre qu'on essaie de nous embrouiller avec les textes, on change de loi organique pour des raisons qui ne sont même pas soupçonnées, parce que en juin, on promeut une nouvelle loi organique, et en juillet, eh bien, le monsieur démissionne. Merci. Coïncidence, mais moi, oui, je donne juste des faits. Oui, vous avez entièrement et totalement raison. Fidèle Aïna, maître assistant en sciences politiques, est-ce que vous n'avez pas aujourd'hui le sentiment que l'heure a plus que jamais sonné pour que les textes et lois de la République ne souffrent plus d'insuffisance, que l'on soit politique ou que l'on soit dans les juridictions, qu'il est grand temps que l'on ait des textes de la République qui soient des textes véritablement explicites, que tout le monde comprend et qui ne souffrent d'aucune insuffisance? Oui, vous avez tout à fait raison. Les textes de la République, les lois doivent être claires. Mais il faut reconnaître ceci, ce n'est pas de façon sui generis de la qualité de la loi d'être clair tout de suite. Pourquoi? Parce que... C'est sur la distance. Non, ce que je veux dire, sinon, oui, le travail du juge d'interpréter la loi n'aurait donc plus de sens. Et ce que vous voyez, votre travail d'essayer de comprendre la loi, ou des juristes d'essayer de comprendre la loi, de faire l'exégèse pour comprendre ce que veut la finalité du législateur, n'aurait plus de sens. Donc, c'est à bon escient que la loi est prise, est pondue, est formulée de telle manière qu'on puisse y apporter des ajustements. Parce que lorsque on laisse libre cours aux interprétations, c'est ça? On laisse libre cours, pas pour des interprétations fantaisistes, mais la loi est faite telle qu'elle puisse être complétée. Ce n'est pas pour rien que nous avons aussi le pouvoir réglementaire qui vient compléter la loi, parce que la loi ne peut pas, dans une forme de rigidité, prévoir tout à l'avance et qu'on se retrouve de façon mécanique soumis à ce déploiement de la loi, à ce mécanisme de la loi. Il faut aussi des interprétations possibles. Il faut aussi une réglementation qui vienne assouplir, par exemple, la rigueur de la loi. Donc, je pense que jusque-là, je ne ferai pas le procès d'intention de dire que les lois souffrent de clarté, souffrent de clair sombre, de telle sorte qu'on puisse y admettre ce qu'on veut à tout moment. Donc, cela voudrait dire qu'on peut les tripatouiller quand on veut. Je ne pense pas que ce soit le cas. Et que si je dois rebondir sur ce que disait Léonard tout à l'heure, Léonard Sonaïpon, évidemment, il a parfaitement raison de s'inquiéter sur les finalités qui peuvent cacher, en tout cas que peut cacher la démission du professeur Joseph Diogbenou, et de s'interroger si ce n'est pas plutôt des calculs politiques. Et je l'ai dit tout à l'heure, il y a évidemment des calculs politiques. Mais de là à penser que au nom d'un pseudo-devoir ou de réserve après une démission, que le membre démissionnaire de la Cour constitutionnelle se retrouve obligé de rester 2 mois peut-être, selon vous, 2 mois ou 3 mois, 6 mois, rester dans une forme de neutralité politique. Je pense que ce sera embrigader quelque part les libertés politiques aussi, parce que lorsqu'il a démissionné, la Cour constitutionnelle, ce n'est pas une entreprise. Ce n'est pas une entreprise. Et que les responsabilités qui étaient les siennes au sein de cette Cour constitutionnelle en tant que président de la Cour constitutionnelle ne sont pas mises en cause parce qu'il a démissionné. Ne sont pas mises en cause parce que démissionnaire, il aurait de parti pris pour tel ou tel. Les décisions qui sont passées, qui sont rendues et sont revêtues de l'autorité de choses jugées. Donc, pourquoi vous voulez qu'il soit encore soumis aux décisions déjà rendues définitivement? Quand il n'est plus là, les décisions qui sont prises sont régulièrement prises par les membres qui sont là, les autres membres. Oui. Et vous savez très bien que les tests ont déjà prévu l'intérim, et cet intérim est assumé par le vice-président. Et le vice-président, qu'on ne fasse pas de procès d'intention sur les qualités compétentielles du vice-président. On ne peut pas dire qu'il n'est pas compétent pour être vice-président. Si les pairs, parce que la loi dit il est élu par ses pairs. Le président et le vice-président sont élus par les pairs. Et donc, les mêmes
votes qui ont mis en place l'ancien président de la Cour constitutionnelle, les mêmes votes, les mêmes voix ont mis en place son vice-président. Et alors, cela voudrait dire qu'il s'était déjà accordé pour dire qu'en cas de vacances, en cas d'empêchement, de défaillance, la vice-présidence assume l'intérim de cette institution. Et je pense donc qu'à partir de là, les tests sont clairs, le fonctionnement de l'institution est clair et qu'il n'est pas besoin de rechercher des failles ailleurs en ramenant tout à un seul individu. Parce que la Cour constitutionnelle, elle est collégiale. Ce n'est pas le professeur, l'ancien membre de la Cour constitutionnelle, le professeur Joseph Diogbenou. Tout ne se résume pas à travers sa personne. Vous voulez dire que lui seul, en tant qu'individu, n'a pas la boussole des décisions qui sont prises au niveau de cette institution, que les décisions sont prises de façon collégiale. Évidemment, évidemment. Vous savez, c'est plutôt je dirais, c'est un peu du barbarisme lorsque dans ce pays, plus souvent, vous allez entendre dire la cour de Diogbenou, la cour de Olo, la cour de Robert Dossou, etc. Mais non, c'est juste, c'est un peu de... je dirais que c'est une exagération, ou plutôt c'est une déformation que de ramener à une personne. C'est une institution qui est collégiale. Il y a 7 membres pour composer la Cour constitutionnelle. C'est la Cour de tout le monde, c'est la Cour de toutes. C'est tout ce conseil-là qui forme cette Cour. Et donc, lorsque un membre démissionnaire, une personne démissionne, si, par exemple, ce n'est pas décès, la vacance à tel ou tel poste de membre de la Cour constitutionnelle, si c'est un décès, on dira que parce qu'il est décédé, il n'y a plus... On ne peut plus rien faire. Ah ben oui, c'est la cour à Diogbenou, mais il faut le retrouver. Non, mais quelqu'un décède, la vie continue, forcément. La vie continue. Donc, il y a une démission, la vie continue également. Donc, tout n'est pas à ramener à la personne d'un seul membre de cette cour. Et je ne pense pas, pour rebondir sur ce que M. Aristide a dit tout à l'heure. Allez-y très rapidement, voilà. parce que le temps est parti. Oui, je ne pense pas que... Ok, je ne pense pas que cette démission ou ce non-remplacement du professeur, en tout cas du membre conseiller de la Cour constitutionnelle, puisse fragiliser d'une manière ou d'une autre le chef de l'État, parce que cela ne relève pas de lui. Est-ce que vous savez, d'abord, l'organe pourvoyeur de ce membre démissionnaire, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui ne fait rien. Alors, pourquoi ça ne fragilise pas plutôt le bureau de l'Assemblée nationale? Et donc, je ne pense pas que... Vous savez, toutes les décisions de la République, on voit le chef de l'État à travers toutes les décisions qui sont prises au niveau de la République. Le Béninois lambda, ne va pas vous dire que bon, c'est l'Assemblée nationale. Il faut d'abord lui dire que le bureau de l'Assemblée nationale dont il parle, ce sont des partis qui sont des partis pro-gouvernement essentiellement. Donc, aucune décision... entièrement. Donc, vous voyez la liaison. Maître assistant, oui. Je pense que même si tout part du soutien politique des uns et des autres au sein de l'Assemblée nationale, il faut reconnaître quand même que la logique de la séparation des pouvoirs existe et qu'il appartient d'abord à nous-mêmes, citoyens béninois, de faire confiance au fonctionnement de nos institutions et de croire quand même que malgré tout, la séparation des pouvoirs doit l'emporter. Merci beaucoup, merci à vous pour les différents arguments que j'ai écoutés par rapport à cette démission du professeur Diogbenou qui continue de défrayer la chronique. J'espère que les 5 ou 6 membres qui restent au niveau de cette Cour constitutionnelle sauront prendre des décisions comme ils ont déjà pris l'habitude, qui ne mettront pas en mal les principes sacro-saints qui fondent l'existence d'un État de droit. Nous allons passer au second sujet de cette émission, avec votre permission. Henri-Paul Sandaogo Damiba a fait son coup d'État le 24 janvier 2022 en chassant du pouvoir Roch Marc Christian Kaboré. Le 30 septembre, il y a quelques heures, 30 septembre 2022, 8 mois seulement après qu'il ait pris les rênes du pouvoir, il a été lui-même renvoyé du pouvoir par un jeune capitaine qui n'est âgé que de 34 ans. Nous allons suivre un élément qui puisse nous permettre d'écouter le nouveau homme fort, si vous permettez que je m'exprime en ces termes, du Burkina Faso, qui n'a que 34 années de vie. Nous allons l'écouter avant de revenir décortiquer ce coup d'État, comprendre les tenants et aboutissants de ce nouveau coup de force au Burkina Faso, qui porte à 2 coups de force dans ce pays du Burkina Faso. Il faut préciser que depuis 2020, 5 coups d'État ont eu lieu en Afrique de l'Ouest. C'est un peu trop, quand on parle de régime démocratique désormais sur le continent. Et pourquoi pas en Afrique de l'Ouest. Avec la permission de la régie, nous allons écouter le nouveau homme fort du Burkina Faso.
Ce qui se passe sur le terrain, c'est que il y a une tentative du président donc Damiba d'entraîner les forces à un affrontement. Donc, mais nous sommes en réserve depuis un certain temps. Voilà, donc nous avons eu des hélicoptères qui nous ont survolés qu'on n'a pas engagés, bien que nous avons la capacité de le faire. Et donc, il a fait rentrer des forces spéciales, donc quelque part, pas toutes les forces spéciales, il faut le dire. Peut-être que les forces spéciales même qui nous ont envoyés ne connaissent même pas leur mission, parce que nous avons des éléments à l'intérieur qui se demandent même c'est quoi le problème en fait. Donc, ils les ont approchés, voilà. À l'instant, je sais qu'ils sont en train d'essayer de corrompre et tout. Mais bon, nous sommes en ligne avec les hommes. Oui. Et nous savons tout ce qui se passe. Donc, on leur dit seulement, voilà, il ne faut pas rentrer dans le jeu. Et peut-être, voilà, je sais que dans d'autres corps aussi, voilà, j'ai été contacté par des soldats qui se demandent qu'on les ait rassemblés pour aller à Ouagadougou et ils espèrent que c'est pour venir me soutenir. Mais là où je suis au courant, je dis oui, je suis au courant que votre chef de corps va me soutenir. Mais là où je ne suis pas au courant, ils ne sont pas capables de dire aux hommes que c'est pour venir contre moi. Donc, quand je dis ça aux hommes, ils disent non, ils ne vont pas embarquer derrière ce gars. À l'heure actuelle, qui sont les hommes qui sont déployés ce samedi après-midi dans les rues de Ouagadougou vers la télévision nationale à Ouaga 2000 à Babassi? Les hommes qui sont déployés partout à la télévision à Babassi et vers Babassi, ce sont mes hommes. C'est eux qui contrôlent la ville? C'est nous qui tenons la télévision, voilà, vers le rond-point des Martyrs et tout. Et les hélicos qui sont dans l'air? Ça, c'est la base aérienne. Donc, parce que le commandant de l'escadron d'hélicoptères, donc voilà, j'ai essayé même de communiquer avec lui quand j'ai vu décoller les hélicos pour comprendre la logique, mais il n'a pas décroché. Mais j'ai décidé de m'abstenir d'abattre un hélicoptère parce que ça doit nous servir à faire le reste du combat. Oui. Ce n'est pas le moment de passer à cette escalade. Alors, il y a beaucoup qui sont inquiets et qui disent que des forces burkinabées vont se rentrer dedans. Quel appel vous avez à lancer? Ce que je peux dire, c'est que le combat que nous menons, ce n'est pas une question de pouvoir. Et quand nous venions, ce n'est pas une question de blesser ou encore moins tuer quelqu'un. Si nous voulions, à 5 minutes de combat, nous avions pris, et peut-être qu'il serait mort, le président. Mais loin de nous, l'idée d'imaginer cette catastrophe. Donc voilà pourquoi nous n'avons pas engagé de force pour attenter à la vie de quelqu'un. Voilà. Vous venez donc d'écouter le nouveau président du Burkina Faso, le nouvel homme fort, voilà qui est bien dit. Le nouveau président, le nouvel homme fort du Burkina Faso, nous l'avons écouté, qui a épargné la vie à son prédécesseur. Il faut le saluer parce que là, dans des coups d'État, l'ancien président est toujours zigoué. Je me rappelle donc du Libéria en 1980, quand, vous le connaissez, Samuel Doe a pris la succession de William Tolbert, mais avant de prendre la succession de William Tolbert, alors président de l'Organisation de l'Unité africaine, il a tout simplement abattu le président de l'Organisation de l'Unité africaine. Il n'avait nullement été inquiété à cette époque-là. C'est bien que donc, le capitaine Ibrahim Traoré Ibrahim, ait pu sauver la vie à son prédécesseur. On revient donc sur ce plateau pour parler de ce coup d'État. Le nouveau président de Burkina Faso n'a aujourd'hui que 34 années de vie, 34 ans. Il est relativement jeune pour assumer cette responsabilité de président de la République. Vous n'avez pas ce sentiment-là? Est-ce qu'il a déjà les aptitudes nécessaires pour prendre la tête d'un État? Non, je pense que la question fondamentale qui se pose ici, ce n'est pas de savoir s'il a la maturité nécessaire pour prendre les rênes de l'État, mais d'abord, c'est de reconnaître, attention pour le mot, le verbe reconnaître, c'est d'apprécier si c'était la bonne voie pour mettre fin à des fonctions ou pour entrer en fonction, la fonction de diriger un pays, frère, ami. Je pense que c'est la question des coups d'État en Afrique aujourd'hui et que, évidemment, sur le plan constitutionnel, c'est condamnable. Un coup d'État, c'est condamnable sur le plan constitutionnel et qu'il faut tenir compte maintenant des réalités politiques, géopolitiques, sociopolitiques dans ces pays et donc notamment au Burkina Faso où ce coup d'État intervient. Évidemment, vous avez parlé tout à l'heure en parlant du nouvel homme fort. Oui, bien sûr. Je pense que c'est l'expression appropriée et que aujourd'hui, les institutions politiques en Afrique souffrent du fait que
le B.A.B.A. n'est pas mis sur des institutions fortes, mais plutôt sur des hommes forts. Le colonel Damiba, qui a renversé le président Kaboré, était apparu également comme un nouvel homme fort. Aujourd'hui, un autre, et ainsi de suite. Ça fait que la stabilité des institutions de l'État en Afrique pose problème. Parce qu'il y a ce que nous allons appeler l'autoritarisme qui gangrène beaucoup le fonctionnement politique de nos institutions, nos administrations. Et maintenant, venons-en à ce coup de force militaire, pour dire que, évidemment, c'est en raison du fait de l'autoritarisme qui gangrène le bon fonctionnement de ces pays, de ces États en Afrique, et donc du Burkina Faso comme du Mali par ailleurs. C'est en raison de cet autoritarisme qui gangrène le bon fonctionnement que de gens, en tout cas des individus plus forts que d'autres viendront chaque fois pour renverser. Et pour cause, si vous écoutez les arguments proférés pour en arriver à ce coup de force, c'est les mêmes arguments que Damiba en janvier. Est-ce que vous voyez? À savoir que le pays est démuni, la population est démunie, et que les militaires qui sont appelés à faire front aux forces djihadistes, aux terroristes, sont désemparés, sont démunis, n'ont pas les moyens nécessaires pour y arriver. Et donc, eux aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent que plutôt que d'avoir une institution forte, indépendamment des personnes qui structurent l'institution, plutôt que de l'avoir, mais il faut avoir un homme fort qui soit courageux pour leur permettre d'aller au front, pour prendre des décisions. Oh là, c'est l'erreur. C'est l'erreur. Et si telle est la perception des choses, les coups de force militaires ne vont pas finir. En tout cas, ils vont se perpétuer. Lorsque vous mettez en péril les profondes aspirations de votre pays, lorsque vous mettez en péril les profondes aspirations des populations qui sont dans votre pays, lorsque au lieu de choisir les forces véritables avec qui il faut composer pour combattre le djihadisme, vous commettez la grossière erreur d'amener ceux qui financent les djihadistes à véritablement vous soutenir, vous n'avez plus de raison de rester à la tête de votre État. Vous en pâtissez véritablement. On vous renvoie du pouvoir pour permettre à un autre homme de prendre ce pouvoir-là et d'aller véritablement contre ces forces impérialistes qui financent les djihadistes de l'étranger. C'est ce qui s'est passé. Selon donc le capitaine Traoré Ibrahim, dans sa déclaration, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que le lieutenant-colonel Damiba n'a pas respecté donc les engagements pris au départ avant sa prise de pouvoir. Donc c'est un nouveau processus de rectification qui a été entamé au Burkina Faso. Je vais, à l'entame de mon propos, signifier clairement que tout coup d'État, tout coup de force est condamnable. Parce que, normalement, quand on prend les pays qui sont dans une certaine forme de démocratie, il est dit que pour arriver au pouvoir, il faut être démocratiquement élu, donc passer par les urnes. Il se fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une certaine instabilité sécuritaire au niveau, que ce soit les pays qui ont en commun le Sahara ou les pays qui ont en commun le Sahel. Et les pays du Sahel, que ce soit le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Tchad, le Niger, sont ces derniers temps, ces dernières années, emprunts à beaucoup de difficultés, à beaucoup d'insécurité à cause du terrorisme. Et cela n'a pas un nom. Cela découle bien évidemment de la mort de Kadhafi qui, quand même, arrivait à son niveau, au niveau de la Libye, a quand même repoussé les germes de ce terrorisme-là qui, aujourd'hui, est en train d'embraser toute cette surface-là. Et aujourd'hui, la question sécuritaire est généralement mise sur la table à chaque coup d'État, parce que ces pays-là sont confrontés véritablement à de l'insécurité permanente. Comment faire pour que véritablement on puisse avoir une population tranquille, avoir la quiétude donc, au sein du pays? C'est généralement l'objectif de ceux-là qui prennent le pouvoir et qui disent véritablement il faut que les choses puissent changer. Aujourd'hui, c'est un sentiment que beaucoup de personnes nourrissent. Les pays francophones sont de plus en plus anti-françaises.
parce que on a vu des manœuvres, on a vu des stratagèmes, on a vu beaucoup de choses qui nous font croire que forcément, et Charles de Gaulle l'avait entre-temps dit, que la France n'a que des intérêts, elle n'a pas d'amis. Et donc aujourd'hui, de plus en plus, quand vous allez au Sénégal, quand vous allez au Mali, quand vous allez dans les différents pays francophones, et surtout de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, on constate un rejet de cette France-là. Et quand on voit l'ancien homme fort Damiba serrer la main à Ouattara, qui est, je ne dirais pas un valet, mais qui est quand même très attaché à la France, ça suppute. Il y a forcément dans son cercle restreint des gens qui ne sont pas contents parce qu'entre-temps, ils ne voulaient pas... Non, il n'y a pas de clair-obscur à faire entretenir au niveau des relations entre l'ancien président de la République du Burkina Faso, c'est-à-dire Damiba dont vous venez de parler, et Alassane Dramane Ouattara. C'est une histoire d'arbre et son écorce. C'est une histoire d'arbre et son écorce. Tout le monde sait que Damiba et Ouattara, ça file le parfait amour, ce qui permet véritablement à ce Damiba-là de se taire sur les exactions commises par les forces étrangères au Burkina Faso. Vous savez le nombre d'hommes qu'on abat tous les jours et qui véritablement ne préoccupe pas le président Damiba. Ça a été donc souligné dans l'intervention du capitaine Traoré Ibrahim, et qui reconnaît véritablement que le Burkina Faso a failli à ce niveau-là, que le lieutenant-colonel Damiba a failli véritablement dans ces chasses contre les djihadistes qui écument véritablement le Burkina Faso et qui constituent l'os dans la gorge des Burkinabés aujourd'hui. Moi, je dis qu'il faut plus regarder la population parce que peu importe l'homme fort qui viendra donc à la tête de ce pays, l'homme fort va forcément donner des arguments probants pour justifier donc le coup de force. Aujourd'hui, quand on prend ce pays-là, le Burkina Faso, est-ce que véritablement ils ne sont pas dans une certaine insécurité? Oui. Est-ce que l'homme fort, l'ancien homme fort Damiba arrivait véritablement à repousser ces terroristes-là? Non. Parce que dans les faits, les Burkinabés mouraient chaque jour et ça devenait de plus en plus trop. Et donc, aujourd'hui, moi je pense que c'est dans une certaine logique qu'il a été renversé. Quand vous prenez, que ce soit au Mali, ou le Tchad, ou même si au Tchad c'est plutôt Idriss Déby Itno, même si on ne sait pas encore qui est l'auteur de son assassinat, quand vous prenez le Mali par exemple, vous allez voir que ce sont des hommes forts qui sont à la tête de ces pays-là, qui insufflent un certain rejet de la part de la France, et la population les soutient. Dès automatiquement que vous pensez, vous commencez à avoir des relations avec la France, et bien cette même population-là commence par vous rejeter, commence par avoir des doutes vis-à-vis donc de votre probité. Et donc, il faut comprendre aujourd'hui tout simplement que c'est une volonté de cette population-là que transparaît ce coup de force donc du colonel Ibrahim Traoré. Du capitaine Ibrahim Traoré. Avec le Burkina Faso, on a beaucoup à faire avec des capitaines qui véritablement ont les armes au point. Aristide Kanoussou, vous avez suivi également le développement de la situation. Je l'avais dit dans mon introduction tout à l'heure. Lorsque vous opposez un mépris aux profondes aspirations de votre République, lorsque vous choisissez de cohabiter avec des chefs d'État qui sont des déstabilisateurs de l'Afrique de l'Ouest, lorsque vous choisissez de composer avec les forces étrangères qui arment les djihadistes, vous n'avez plus de raison de rester à la tête de votre pays. C'est ce qui s'est passé. Le lieutenant-colonel Damiba a été renvoyé purement et simplement du pouvoir. Heureusement qu'il a la vie sauve. Et aujourd'hui, il tente donc d'organiser la contre-offensive. Mais là, il a été complètement, totalement mis en déroute déjà. Vous avez un regard véritablement sur ce qui s'est passé. Je vais compléter en disant que quand vous prenez en otage votre pays, vous n'avez plus des raisons de diriger ce pays-là. Je vais peut-être me mettre d'accord sur un point essentiel que le maître assistant et Léonard ont développé, c'est le coup d'État par principe, c'est condamnable. Je suis d'accord avec ça. Mais entre deux mots, il faut choisir le moindre. Léonard dit qu'on doit passer forcément par les voies démocratiques. Mais quand vous prenez quelqu'un comme Alassane Ouattara... Je n'ai pas dit forcément, j'ai dit... Bon, c'est ce que vous avez dit. Quand vous dites normalement, quand est-ce que le normalement va venir? Quand vous prenez quelqu'un comme Alassane Ouattara,
qui révise la Constitution pour briguer un troisième mandat. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Quand vous prenez Paul Biya, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir, etc., etc. Et puis ça évolue comme ça. Quand est-ce que vous voulez que... Heureusement que Alpha Ouma, je dis Alpha Ouma, le Guinéen, Alpha Condé. Alpha Condé, lui, qui jouait aux démocrates, vous savez, quand il était à la touche, c'était un démocrate avéré. Donc, une fois arrivé au pouvoir, il est devenu tout le contraire. Un tyran. Tout le contraire. Donc moi personnellement, je pense que c'est avec une raison bien précise que Paul-Henri Sandaogo a été renversé. D'abord, le communiqué de Traoré a été clair. Hein. Il n'est plus capable de répondre à ses promesses. Les promesses selon lesquelles il devrait repousser considérablement les terroristes. Les promesses selon lesquelles il doit être précis sur sa position, parce que l'Afrique des libertés aujourd'hui veut de quelqu'un de très précis. Pas quelqu'un qui se cache derrière un paravent de duperie pour jouer le jeu de deux forces impérialistes à la fois. Ce n'est pas de ça qu'il est question. La liaison aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est que quand vous prenez, que ce soit Al-Qaïda ou que ce soit l'État islamique, on fait directement la liaison avec le Qatar, on fait la liaison avec l'OTAN, l'Arabie Saoudite. Oui. On fait la liaison avec tous ces chefs d'État qui sont en Afrique aujourd'hui et qui font la promotion des forces impérialistes telles que la France. Et quand vous vous mettez ensemble avec ces gens-là, Léonard disait tout à l'heure que Kadhafi, la mort de Kadhafi a occasionné ceci. Il ne s'agit pas de la mort, il s'agit de l'assassinat de Kadhafi. Alors quand vous assassinez quelqu'un comme ça, qui se bat pour une telle chose, ne vous attendez pas au contraire. Et mieux, Alassane Ouattara, il n'y a même pas de doute. J'étais content du fait que vous l'avez souligné. Il n'y a plus de doute aujourd'hui par rapport à la relation entre Alassane Ouattara et Paul-Henri Sandaogo Damiba. Aucun doute. Je me rappelle, il a accordé une interview exclusive à un média international où on lui posait la question de savoir qu'est-ce qu'il pense de la situation au Burkina Faso. Il disait que lui n'est pas président de la CEDEAO. Mais de façon personnelle, Henri Sandaogo est son ami. Et que lui l'a appelé même de façon personnelle pour demander comment se portait Roch Marc Christian Kaboré. Et que lui, il est en train de négocier avec Paul-Henri Sandaogo Damiba pour que Roch Marc Christian Kaboré puisse être libéré. Et vous voyez, ce Sandaogo-là, il veut réunir. On dit, tu dis que tu veux lutter contre le terrorisme, mais tu estimes que tu vas passer d'abord par un dialogue. Et passer par le dialogue, tu vas d'abord appeler Blaise Compaoré, qui est déjà en quelque sorte rejeté par ce peuple burkinabé. Tu vas appeler maintenant Roch Marc Christian Kaboré. Ajouter qu'il a été condamné par la justice burkinabé. Par la justice. Et tu appelles encore Roch Marc Christian Kaboré que toi-même tu as renversé pour dire de venir discuter avec toi de comment est-ce que tu vas réunir le peuple. Si ces gens-là avaient la capacité de le faire, pourquoi est-ce que toi tu as renversé Roch Marc Christian Kaboré? S'il avait la capacité de réunir le peuple, pourquoi tu l'as renversé? Quand vous l'avez renversé et vous estimez que, bon, ces gens-là, ils ont quand même quelque chose à apporter, ces gens-là ne reconnaissent pas toujours qu'eux, ils étaient en échec quand vous les avez renversés. Je prends l'exemple de Roch Marc Christian Kaboré. Si lui reconnaissait qu'il avait quelque part où il avait fauté, il allait déjà démissionner. Ce n'est pas à Henri Sandaogo de venir le renverser. Il allait déjà démissionner. C'est parce que lui, il estimait qu'il savait ce qu'il faisait. Or, le peuple, le bas peuple, disait, mais qu'est-ce qu'il fait? On ne comprend plus rien. Il ne tient plus ses promesses. Maintenant, aujourd'hui, toi, quand tu vas réunir ces gens-là, vous avez vu le soulèvement qu'il a eu quand il a appelé au dialogue national. Les gens ont opposé un refus catégorique à ceci. C'est à partir de ce moment-là qu'on a compris que Paul-Henri Sandaogo, il n'était pas précis dans ses décisions. Et il y a même certains qui disent que dans cette déclaration, il n'est pas capable de nommer directement ceux qui sont, bien évidemment, les ennemis du peuple burkinabé. Vous voyez, ce qui a constitué la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, oui. C'est l'attaque qu'il y a eu à Djibo, je pense, une région du nord, où 11 militaires ont été tués, 30 blessés, dont un civil. Et avant ça, il s'est accaparé du ministère de la Défense. Il s'est accaparé du ministère de la Défense et cumulativement à son poste de chef d'État. En dehors de ça, il fait des nominations fantaisistes. Et c'est là que moi je vais saluer Traoré qui, dès qu'il est venu, il a été clair. Il a dit que, eh bien, la France, on ne veut pas que la France s'ingère. Sandaogo, à l'étape où nous sommes aujourd'hui, il nous a prouvé effectivement que
il n'est pas en phase avec le peuple burkinabé parce qu'il s'est retranché dans une base militaire française. D'accord? Même si on mettait ça au conditionnel, même si on mettait ça au conditionnel, il s'est retranché dans une base militaire française. Ce qui a encore lieu de dire pour justifier qu'il n'était pas digne de confiance, c'est que quand il a été renversé, lui-même il avait proféré, il avait dit que si quelqu'un n'est pas d'accord de sa façon de gérer, que la personne fasse son coup d'État. Le coup d'État a été fait. Mais pourquoi tu refuses de quitter? Maintenant, à l'étape où nous sommes aujourd'hui, il est en train de préparer un soulèvement. D'abord, il a attaqué. Les autres ont riposté. Il a fini d'attaquer. À l'étape où nous sommes, je suis déçu du fait que, au moins, c'est vrai, Traoré a dit clairement qu'on ne veut pas que la France s'ingère. Mais je suis déçu du fait qu'aujourd'hui, à l'étape où nous sommes, on a laissé une arme de destruction massive dans les mains de Paul-Henri Sandaogo. Quelle est cette arme-là? La page officielle Facebook, page du gouvernement burkinabé, c'est dans les mains de Paul-Henri Sandaogo. Et depuis sa cachette, d'abord, il a publié le 30 octobre dans la soirée, il publie un message pour dire ceci. Et 30 septembre, si je ne me trompe pas, il dit « Le président du Faso, chef suprême des forces armées », ça c'est un communiqué qui a été publié sur la page officielle du gouvernement, de la présidence. C'est très dangereux. Il dit, le président du Faso, en ce moment, il a déjà renversé, il dit, le président du Faso, chef suprême des forces armées nationales, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, au regard de la situation confuse créée suite à un mouvement d'humeur de certains éléments des forces armées nationales, ce vendredi 30 septembre 2022 à Ouagadougou, invite les populations à observer la plus grande prudence et à rester calme face à certaines informations qui circulent notamment sur les réseaux sociaux. Des pourparlers sont en cours pour amener le calme et la sérénité. L'ennemi qui attaque notre pays ne souhaite que la division entre les Burkinabés pour accomplir son action de déstabilisation. Jusque-là, il a commencé par faire une manipulation de l'information. D'accord? Il manipule l'esprit de la population burkinabé. Il n'a pas fini. Et quelqu'un qui estime que tout va bien, il estime que tout va bien et que tout ira bien, il revient dans la journée du 1er octobre. Du 1er octobre, il publie encore sur la page officielle du gouvernement, il dit ceci. Peuple burkinabé, peuple du Burkina Faso, les événements tragiques que traverse notre pays en ce moment sont à l'origine de diffusion d'informations mensongères, savamment orchestrées et distillées dans le but de manipuler les populations en les instrumentalisant pour des causes étrangères et au détriment de l'intérêt supérieur de la nation. Je demande formellement m'être réfugié dans la base française de Kabouensé. Ce n'est qu'une intoxication pour manipuler l'opinion. J'appelle le capitaine Traoré et compagnie à revenir à la raison pour éviter une guerre fratricide dont le Burkina Faso n'a pas besoin dans ce contexte. Vous voyez, dans un premier temps, il vient de nous confirmer indirectement qu'il n'est plus au palais. Parce qu'il a dit qu'il est en train de démentir qu'il n'est pas au niveau de la base française. Mais lorsque vous n'avez pas les rênes du palais de la République, vous ne représentez plus en réalité rien. Oui, en fait, le but de Paul-Henri Sandaogo Damiba, c'est de créer la confusion. Et il y a même des médias internationaux qui sont en train d'alimenter cette confusion actuellement. Vous connaissez ces médias internationaux qui sont financés par les forces du mal. Tout à fait. Donc il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. Maintenant, il vient de confirmer qu'il n'est plus au palais. Ça, c'est clair dans notre tête. Maintenant, il vient de confirmer aussi qu'il est en fuite. Vous avez dit tout à l'heure qu'il a été épargné. Non, il s'est sauvé de justesse. Il s'est sauvé de justesse. Et mieux, il est en train d'appeler un soulèvement. Une guerre. Il n'aura pas gain de cause. D'accord? Il est en train d'appeler une guerre. Il va falloir que le peuple burkinabé soit véritablement vigilant. Et j'estime et je souhaite que, si Traoré nous reçoit en ce moment, qu'on coupe la connexion Facebook de cette page-là, afin qu'il arrête de manipuler le peuple burkinabé. Oui, maître assistant, vous qui avez fait, comment on appelle, vous avez bien envie de reprendre la parole, s'il vous plaît, allez-y. Bien, évidemment. Merci beaucoup. Non, je vais faire remarquer ceci, c'est que l'engouement que nous constatons autour du capitaine Traoré explique quelque part une autre réalité. Il faut reconnaître ceci, c'est que les coups d'État militaires sont réussis beaucoup plus par les officiers intermédiaires que par les officiers supérieurs. Oui. Est-ce que vous voyez? Et la confusion que remarque M. Aristide est tout à fait normale et justifiée. Le colonel Damiba pense maîtriser ses hommes, mais en vérité, il n'a pas les moyens de les maîtriser.
parce qu'il n'a jamais été, en tant qu'officier supérieur, il n'a jamais été au contact de ces hommes de rang. Alors qu'un capitaine les côtoie, il les maîtrise. Quand vous écoutez le capitaine Traoré, il parle de ces éléments, il parle de ces hommes, c'est des gens qu'il maîtrise beaucoup et qu'un officier supérieur aura toujours du mal à maîtriser les hommes de rang. C'est d'ailleurs pour cela que les coups d'État militaires qui réussissent ne sont jamais le fait des officiers supérieurs, mais plutôt des officiers intermédiaires. Quelque part, que ce soit le lieutenant-colonel Damiba ou aujourd'hui le capitaine Traoré, il faut savoir que l'un et l'autre, de toute manière, puisqu'ils appartiennent au même mouvement d'ailleurs, surfent aussi sur un sentiment, le sentiment anti-français qui prévaut dans toute la sous-région. Et plus précisément au Burkina Faso. Au Burkina Faso. Donc, ils surfent beaucoup plus sur ce sentiment anti-français pour, en tout cas, se déterminer pour leur coup de force. Je ne pense pas que ce soit de meilleure stratégie. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il vaut mieux des institutions fortes, efficaces, que des individus à tour de rôle forts. Aujourd'hui, on ne va pas quand même laisser perpétuer au pouvoir en Afrique des dictateurs, des gens qui confisquent le pouvoir, des gens qui ont un pouvoir clanique, des gens qui véritablement ne respectent pas les profondes aspirations de leur peuple. Ces coups d'État sont justifiés, monsieur le professeur assistant. Oui, on peut parler de coups d'État progressistes, mais dans la mesure où ces coups d'État, lorsque vous arrivez, vous mettiez en place vraiment un régime de transition. Tout à fait. Et que la transition puisse aller vers le renforcement des institutions, ce qui n'a jamais été le cas. Est-ce que vous voyez? Et pour cause, parce que lorsque, aujourd'hui, je parlais du sentiment anti-français ou anti-impérialiste des populations ou des cadres, des élites politiques, militaires, mais il faut faire attention parce que lorsque nous parlons des institutions en Afrique, de l'administration, elle est poreuse, elle est inefficace. Et pour bien fonctionner, il faut des moyens. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, en vase clos, un État, un pays puisse fonctionner sans la main tendue, sans le regard vers ce qui se passe ailleurs. Parce qu'au plan logistique, ces pays ont besoin de collaboration. Évidemment, il ne faut pas chercher par l'impérialisme une collaboration plutôt malsaine, mais il faut rechercher, quand ils arrivent au pouvoir par ces coups de force, il faut rechercher quand même cette ouverture, ne pas désinformer l'opinion publique parce que le citoyen lambda n'a pas tous les moyens de comprendre le fonctionnement d'un État et que l'État n'a pas les moyens quand ils n'ont pas les armes pour affronter les terroristes. Mais les armes, ce n'est pas un homme qui pourvoit les armes, c'est une institution. Et donc, il vaut mieux renforcer, pour aller tout rapidement, puisqu'on n'a plus le temps, il vaut mieux renforcer les institutions plutôt que de remplacer à la tête de l'État chaque fois des hommes forts. Nous allons donc mettre un terme à cette émission, puisque le temps qui nous est imparti est complètement et totalement terminé. De l'autre côté de la régie, on fait de grands gestes pour faire un dernier tour de table, le temps véritablement de leur permettre d'actionner le générique de fin. Alors, juste un mot pour boucler. Il faut dire que c'est vrai qu'il faut des institutions fortes dans les républiques pour que ça aille mieux véritablement. Mais pour insuffler donc ces institutions fortes, il faut à la tête également de ces nations-là des hommes forts qui puissent instaurer ces institutions fortes-là. Parce qu'aujourd'hui, les institutions, quand vous prenez les pays d'Afrique, sont faibles, n'ont pas assez de pouvoir. Donc, il faut des personnes qui puissent aujourd'hui étendre les tentacules et dire on fait ceci, on fait ça, on fait ceci, on fait ça. Comme par exemple au Ghana, avec son nom m'échappe, le président qui a... Nana Akufo-Addo non, pas Nana Akufo-Addo. Il y a un président ghanéen là, qui avait insufflé une certaine rigueur au niveau... Qui n'est plus de ce monde, vous voulez parler de John Jerry Rawlings? Absolument, qui a insufflé une certaine rigueur au niveau de ce pays-là, qui fait aujourd'hui que ce pays-là quand même inspire aujourd'hui respect dans la sous-région. Aristide, juste un mot pour Moi, boucler. je retiens une seule chose. Paul-Henri Sandaogo Damiba n'a jamais aimé le Burkina Faso, sinon il n'aurait pas attaqué Traoré, sinon il n'aurait pas appelé à une guerre fratricide. N'est-ce pas? Tout simplement. Oui. Maître assistant, votre mot de fin? Oui, je pense qu'il faudra toujours conseiller à nos pays, à nos États, des institutions fortes et que même s'il faut juger qu'il y a des coups d'État qui soient progressistes, il faut que les auteurs de ces coups d'État puissent se laisser séduire par la mise en place, au moment de leur transition, d'institutions fortes plutôt que de faire perdurer le système des hommes forts. Il faut le rappeler aussi, il faut que les gens arrêtent de mettre les bâtons dans les roues des hommes forts qui ont l'ambition de créer des institutions fortes. Parce qu'il y a aussi ça.
quand les forces impérialistes, à travers les compatriotes de ces hommes forts, veulent mettre des bâtons dans les roues pour que l'aboutissement à la construction de ces institutions fortes n'ait pas lieu, on ne peut que s'en désoler tout simplement. Je n'écarte pas ceux qui viennent au pouvoir aussi et qui sont des civils, qui bâillonnent les institutions de la République, qui taillent des constitutions à leur taille et qui se permettent de phagocyter toutes les institutions de la République pour installer la dictature, la gabésie, et ont pour boussole de gestion de leur pays le népotisme. Madame, monsieur, ce sera l'essentiel qu'il faut retenir sur cette émission que j'ai eu le plaisir de conduire avec mon invité qui est à ma droite ici et qui a pris une part active dans la réussite de cette émission. Je veux parler du maître assistant en sciences politiques, Fidèle Aïna, qui nous a suffisamment éclairé. Je dis merci à mes deux confrères qui m'ont accompagné dans cette émission. De l'autre côté de la baie vitrée, il y avait Ghislain Adewale qui a assuré donc la manipulation technique, les boutons techniques étaient sous ses doigts. Merci aux autres qui étaient également sur ce plateau et qui avaient la précision pour permettre aux images de bien atterrir sur les satellites. Madame, monsieur, merci d'avoir pris du plaisir en notre compagnie. On se retrouve samedi prochain, si Dieu le veut.